rendez-vous du Mondial du bâtiment, décryptage RE 2020, une émission animée par Nathalie Croiset. On ne cesse de le dire, la RE 2020 qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022 va conduire à un changement de paradigme dans les prochains mois. Nous y consacrons une séquence régulière chaque mois dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment avec un nouvel indicateur qui entre en vigueur, on va dire, sont la question des émissions carbone. On va parler d'empreinte carbone et plus particulièrement des enjeux de la performance des composants du bâtiment, de l'enveloppe aussi. On a parlé énergie la dernière fois. Et pour cela, on retrouve Louis Bourru. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour, vous êtes chef de projet en qualité environnementale des bâtiments au sein du CEREMA. Quelques mots pour vous présenter puisque vous êtes un nouveau visage pour nous dans cette émission. Oui, alors enchanté de pouvoir faire cette émission. Donc, je travaille sur la qualité environnementale, la préparation de la RE 2020 au CEREMA, qui est un établissement public au service du ministère de la Transition écologique et puis des collectivités et qui a beaucoup œuvré pour la préparation de cette future RE 2020 avec une quinzaine de spécialistes au sein du CEREMA qui ont aidé à préparer cette réglementation avec le ministère. Voilà, donc il y a deux écoles, on va dire, il y a RE 2020 et RE 2020. Moi, j'aime bien dire RE 2020, mais on peut employer les deux de toute façon. Alors, on va parler avec vous des enjeux pour les composants du bâtiment. De quoi s'agit-il, Louis Bourru ? Alors, pour resituer, déjà un peu la RE 2020, donc elle s'applique aux bâtiments neufs. Les auditeurs doivent le savoir. Et elle s'appliquera au 1er janvier 2022 pour les logements collectifs et individuels, et puis d'ici le 1er juillet 2022 pour les bureaux, écoles et les collèges et lycées. Mmh. Et les autres bâtiments tertiaires suivront en 2023, donc tous les autres types de bâtiments. Et donc, ça va être une véritable révolution, un changement de paradigme, comme vous l'avez dit. On va avoir des bâtiments neufs qui vont devoir répondre à trois grands enjeux, la performance énergétique, le confort d'été dont vous avez déjà parlé, et puis donc cet aspect carbone, en particulier le carbone sur les composants. Tout en devant de toute façon composer avec les autres éléments du bâtiment et puis les autres objectifs comme l'acoustique, la qualité de l'air. Autant de choses qui font que les composants du bâtiment vont devoir se conformer à cette RE, mais rester attentif aussi au reste des objectifs. Et plus globalement, la trajectoire qui est fixée par l'État et par la planète, c'est la stratégie nationale bas carbone élaborée par la France en 2015, qui fixe des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre réduites en 2030 par rapport à cette année 2015, de moins 35% pour le secteur de l'industrie, et moins de 49% pour les émissions liées à l'utilisation de l'énergie dans le bâtiment. Donc ça, c'était pour rappeler les enjeux globalement. Maintenant, comment on évalue l'impact carbone des composants du bâtiment ? Alors justement, sur cet impact carbone, on va avoir, je ne sais pas si on peut projeter le support, Alors on projette, mais je le répète, on a à la fois des gens qui nous suivent en vidéo et il y aura aussi des podcasts aussi, mais en tout cas c'est une bonne illustration. Allez-y Louis Bourru. Donc on a une formule pour calculer l'impact environnemental des composants du bâtiment, donc que ce soit les murs, les plafonds, les fenêtres, les chaudières. Cette formule est assez simple, on va multiplier la quantité de produits par son impact environnemental et puis par son renouvellement successif sur 50 ans, puisque l'analyse du cycle de vie considère que le bâtiment dure 50 ans, donc tout ce qui sera à renouveler dans cette période sera pris en compte. Et donc quand on voit cette formule que je viens d'expliquer, on peut agir sur chacun des leviers, donc optimiser les quantités, choisir la meilleure déclaration d'impact environnemental du produit, donc celui qui a le plus faible impact, ou travailler aussi sur des produits qui durent longtemps. Et donc ça, c'est l'aspect général, c'est ce qui était déjà utilisé et expérimenté pendant 2 ans avec E+C- pour préparer la RE 2020. Et puis cette RE 2020 introduit en plus une notion d'ACV dynamique, à savoir que on va introduire un facteur de modulation sur ces impacts environnementaux des composants et de l'énergie d'ailleurs, qui va venir dire tout ce qui est émis dès aujourd'hui est plus impactant et plus grave que ce qui sera émis dans 50 ans, et donc on va moduler à la baisse au fil des années l'impact
carbone des différents composants. Vous pouvez nous l'expliquer sur le bois, par exemple? Oui, alors sur le bois, le bois, il faut savoir qu'il stocke du carbone quand il pousse et à sa fabrication. Et donc, ce stockage carbone, il va être mieux valorisé par la CV dynamique et sa fin de vie au bout de 50 ans, quand on va retirer le bois et le mettre soit à brûler, soit à décomposer, soit à le réutiliser. Cet impact sera vu comme moins important. On aura un coefficient de 0,58 qui va venir atténuer puisqu'on considère que c'est dans 50 ans et que l'urgence, c'est plutôt aujourd'hui, et tout ce qui est mis aujourd'hui ou stocké aujourd'hui est bon à prendre et à valoriser. Et alors, quelles sont les exigences sur le carbone dans cette RE 2020 ? Alors, sur le carbone, pour l'instant, on a la connaissance des exigences essentiellement sur le logement. Les autres données vont bientôt arriver. Et on a des échéances graduelles. Donc d'abord, l'indicateur, je vais peut-être pas expliquer assez clairement, mais donc il s'appellera impact sur le changement climatique de la construction, IC Construction. Et il comprendra à la fois l'impact de tout le cycle de vie des produits, plus l'impact de leur mise en œuvre, donc la partie chantier qui représente une quantité assez négligeable d'émissions, donc environ 2% c'est ce qu'on avait observé dans le plus c'est moins, 2% des impacts totaux du projet de bâtiment. Mais donc c'est essentiellement le cycle de vie du produit, sa fabrication qui va être réglementé. Et donc on va avoir des exigences pour cela qui vont être progressives. Donc c'est ce qu'a décidé le législateur. Une première exigence en 2022 puis un rehaussement progressif tous les 3 ans, donc en 2025, 2028 et 2031. On retrouve l'objectif final dont on a parlé dans la stratégie nationale bas carbone de moins 35% en 2031. Et pour les bâtiments dès aujourd'hui, disons les permis qui vont bientôt être déposés au 1er janvier 2022, les premières exigences seront atteignables a priori avec des produits actuels et des modes constructifs qu'on connaît déjà, tout en essayant de faire un effort sur l'utilisation de données environnementales, donc de fiches de déclaration FDES, de profil environnemental produit pour les équipements qui soient un peu optimisés, donc pas utiliser plus de 50% de données par défaut dans sa saisie. Et ça, c'est un sujet. Oui, allez-y. Oui. Oui, à l'horizon 2031, là, on a des leviers qu'on connaît déjà, qu'on va pouvoir aborder aussi, mais là, il faudra faire un peu plus d'efforts sur les données environnementales choisies et puis aller sûrement vers des structures bois en maison individuelle, par exemple, ou des bétons bas carbone avec un effort à faire sur les matériaux du second œuvre. Donc ça, c'est plutôt pour la question des leviers, parce que voilà, les données environnementales, les fichiers, ça, on va aussi en parler à l'occasion d'un autre décryptage. Vous êtes en train de commencer à nous expliquer quels sont les leviers pour optimiser les émissions de gaz à effet de serre des composants du bâtiment et respecter ce fameux seuil IC Construction. Oui, c'était un peu pour situer aussi par rapport à ces objectifs que ça peut représenter leur atteinte. Il y a un gros sujet sur les données, comme vous le dites. Aujourd'hui, dans l'expérimentation E+C1, on a constaté qu'il y avait tout de même 64% de données par défaut qui étaient utilisées dans les immeubles collectifs qui avaient été modélisés, et seulement 12% de fiches individuelles et 21% de fiches collectives. Ce qui amène aussi le législateur à dire qu'en 2022, on aura un petit bonus qui permettra d'avoir un seuil un peu plus facile à atteindre si on a eu à utiliser beaucoup de données par défaut. Donc ça sera une modulation introduite par le législateur pour permettre de s'habituer aux fabricants de faire leurs fiches. Et après, en 2025, on neutralise ce bonus, on demande à essayer de faire le moins de données par défaut possible. Et en 2028, on va même dire qu'il faudra que plus on aura de données par défaut, plus on sera pénalisé. Donc, on a commencé à parler des leviers. Après les détails, allez-y. Donc, les leviers, c'est la partie un peu que tout le monde la question que tout le monde se pose. Effectivement, on a la chance d'avoir un retour d'expérience E+C- qui nous a montré que déjà globalement sur tous les composants du bâtiment, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la structure et le gros œuvre. Donc, en Pays de la Loire, par exemple, on avait remarqué sur les opérations suivies qu'on avait aussi un important levier à trouver sur les façades, sur les bardages, sur les matériaux de façade, sur les menuiseries extérieures.
Également sur les revêtements de sol, murs et plafonds, donc qui sont des éléments qui paraissent légers au premier abord, mais qui ont souvent une durée de vie beaucoup inférieure même aux matériaux de gros œuvre, donc ils vont être à renouveler plusieurs fois dans les 50 ans de vie du bâtiment. Et donc c'est aussi un aspect très important à regarder, c'est tous ces revêtements. Et bien sûr donc la superstructure maçonnerie qui va avoir son importance. Donc pour les leviers, alors on a deux grands types de leviers. Il y a le choix des données environnementales dont on a un peu parlé. Il va falloir progressivement que les acteurs s'habituent à diminuer le recours aux données environnementales par défaut, et donc que les fabricants fassent leur déclaration environnementale de produits pour qu'on ait à disposition autant de données que nécessaire pour pouvoir saisir les bâtiments. Et le deuxième levier, principalement, ça va être d'agir sur les composants. Donc quelques exemples peut-être pour oui, parce qu'il y en a dès maintenant, on va dire, et puis il y en a d'autres qui vont arriver aussi au fur et à mesure, on va dire, de l'évolution aussi de ces lignes qu'ont fixé la loi. Oui, voilà, ça dès maintenant, on est capable de mobiliser déjà pas mal de choses. On a les bétons bas carbone qui nous permettent de gagner déjà sur des logements collectifs, par exemple, 50 kg de CO2 par mètre carré. Donc si on resitue par rapport au seuil dont on a parlé juste avant, en 2025, on nous demande un effort de 90 kg, en 2028 de 160 et en 2031 de 250. Donc le béton bas carbone pourrait nous permettre de gagner 50 kg. Le recours à des produits de bas carbone en seconde œuvre, donc, par exemple des isolants biosourcés pour les cloisons, pour le doublage, du parquet bois, des menuiseries en bois. Ça, c'est un levier encore plus important puisqu'on pourrait gagner jusqu'à 100 kg de CO2 par mètre carré de surface du bâtiment. Le passage en structure bois nous ferait gagner, c'est le levier le plus imposant de 150 à 200 kg qui pourrait gagner sur ces seuils. Donc, un bon moyen de remplir l'objectif en 2031. Et puis cette optimisation des données environnementales dont on a parlé, qui peut aussi permettre de gagner entre 0 et 50 kg de CO2. Donc allez, ça, c'est des choses qu'on peut faire dès maintenant. Ouais. Ouais, dès maintenant. Allez, quelques mots du levier, je vois le temps qui passe, à l'horizon 2031. Et donc à l'horizon 2031, on compte aussi sur les filières, les fabricants. Ils auront 9 ans pour s'habituer et pour essayer par leur process, l'évolution de leur process, de faire diminuer l'impact du béton, l'impact des produits en terre cuite, l'impact de l'ensemble des produits qu'on met dans le bâtiment. Et c'est aussi via ces leviers-là qu'on n'a pas forcément encore à disposition qu'on pourra gagner encore entre 0 et 100 kg de CO2 par mètre carré. Et puis toujours l'amélioration aussi de la base des déclarations environnementales avec peut-être presque que des fiches spécifiques individuelles et collectives pour les produits à l'horizon 2031, on l'espère, et donc des bâtiments qui seront optimisés à tous les points de vue. Oui, et je pense que là aussi, il y aura pas mal d'échanges autour de cette question de données et de fiches aussi qui interrogent beaucoup les professionnels. Merci beaucoup à vous, Louis Bourru, chef de projet en qualité environnementale des bâtiments au sein du CEREMA, pour cet éclairage sur l'enveloppe et plus globalement sur les composants du bâtiment et les enjeux en termes d'empreinte carbone. Tous les mois, on rentre en détail sur cette RE 2020 et d'ailleurs, vous l'avez évoqué, mais le mois prochain, on parlera du confort d'été qui est aussi un sujet central. Merci à vous. On va marquer une courte pause, voire enchaîner quasiment tout de suite, puisqu'on va parler à présent de métiers, et particulièrement les métiers d'avenir, les métiers de la transition énergétique, et comment la formation peut-elle répondre à la demande croissante des jeunes. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage RE 2020, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.